La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, être mathématicien, qu'est-ce faire? À la question pourquoi donc faire des mathématiques, Laurent Schwartz, qui fut l'un des professeurs les plus prestigieux de l'école polytechnique, répondit ceci: il faut faire des mathématiques, parce que les mathématiques, ça sert à faire de la physique. La physique, ça sert à faire des frigidaires. Les frigidaires, ça sert à y mettre des langoustes. Et les langoustes, ça sert aux mathématiciens qui les mangent et sont alors dans de bonnes dispositions pour faire des mathématiques qui servent à la physique, qui servent à faire des frigidaires, etc. En clair, les mathématiques, ça sert à faire des trucs qui servent à faire des machins. Plus sérieusement, en quoi consiste la quête des chercheurs en mathématiques? Comment pensent-ils? À quoi rêvent-ils? Qu'est-ce qui, à leurs yeux, est réel? Est le plus réel? Est-ce que ce sont les concepts ou est-ce que ce sont les choses? Et n'y a-t-il pas toujours un moment, lorsqu'on fait des mathématiques, où l'on finit par ne plus comprendre ce qui se passe derrière les symboles, les figures, les notations, les concepts, où la pensée cale, où l'esprit bute désespérément sur ses propres bornes? Pour répondre à ces questions délicates, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Hugo Dominique Copin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicien, vous êtes lauréat de la médaille Fields, médaille prestigieuse qui est remise tous les 4 ans et que vous avez reçue en 2022. Vous êtes professeur ordinaire à l'Université de Genève et depuis 2016, vous êtes également professeur permanent à l'Institut des hautes études scientifiques à Bures-sur-Yvette, qui est la ville, je crois, où vous avez grandi. Exactement. Alors j'ai une première question, Hugo Dominique Copin, qui est que veut dire ordinaire dans l'expression professeur ordinaire? Oui, j'aime beaucoup ce terme parce qu'en fait, c'est ironiquement le grade le plus haut en fait de professeur à l'université de Genève et en Suisse en général. Et il y a eu ce choix très différent, par exemple, de professeur permanent, qui est peut-être un petit peu plus pompeux. Et en fait, c'est le professeur normal, c'est le grade dans lequel devraient finir finalement toutes les mathématiciens, les mathématiciennes, les scientifiques en général en Suisse. C'est le grade Donc c'est ultime. le grade qu'on appelle ordinaire et qui est le plus prestigieux, Voilà, exactement. qu'on a normalement à la fin de sa carrière, alors que vous n'avez que 38 ans. Exactement. Mais ça rappelle un peu l'école normale supérieure que vous avez également Oui, je suis pas. fréquentée. Comment est-ce qu'on peut être normal et supérieur à la fois? C'est une question que je me posais quand j'étais moi-même étudiant. Alors, vous êtes mathématicien, je l'ai dit, un mathématicien extrêmement brillant, dont les travaux font autorité, mais vous aimez le sport et j'ai cru comprendre en écoutant certaines de vos interviews que quand vous étiez jeune, adolescent, vous envisagez même une carrière de sportif, Oui, tout de à handball, fait. de handballeur. Exactement. Mon père était prof de sport, ma mère était danseuse avant de devenir institutrice. Et c'est vrai que j'ai baigné dans la pratique du sport. Je pense d'ailleurs elle impacte ma façon de penser aussi énormément, cette pratique du sport. Et quand j'étais jeune, j'aimais bien les mathématiques, les sciences en général, beaucoup de disciplines différentes à vrai dire. Mais ce qui me faisait vibrer le plus, c'était la pratique sportive et je voulais devenir professeur enfin justement, handballeur professionnel. Quand on me voit physiquement aujourd'hui, on se dit que j'ai fait le bon choix en partant vers les maths. Mais Luc Jean Reynaud, notre réalisateur, me fait remarquer qu'on ne dit pas handballeur, Mais on dit handballeur, oui. handballeur, alors qu'on dit footballeur. Je Ouais. me suis fait avoir. Qu'est-ce qui vous plaisait dans le handball? Qu'est-ce qui vous faisait le handball? Qu'est-ce qui vous faisait vibrer? Moi, les sports collectifs en général, je trouve que ça allie à la fois, bien sûr, l'effort sportif, la précision, souvent c'est quand même il faut une acuité, particulière et la représentation dans l'espace, le jeu collectif, donc il y a de la psychologie, arriver à penser, en groupe avec son équipe et cetera et c'est des choses qui, justement, en fait, sont assez proches de ce qu'on fait aussi, dans notre travail de recherche au quotidien et donc je trouve pas que ce soit si étonnant finalement que je sois passé de l'un à l'autre. Donc, si je comprends bien ce que vous dites, Hugo Dominique Copin, il y a un lien, selon vous en tout cas, entre le corps et la réflexion. Je veux dire, entre l'activité physique et la jeunesse des idées. Je suis, totalement convaincu de ça. Alors après, peut-être ça dépendra des différents chercheurs et chercheuses, mais dans mon cas, je pense qu'avoir appris à connaître mon corps hein, a permis
d'apprendre à connaître mon esprit, ma façon de fonctionner, ma façon d'être créatif, hein. Et cette capacité d'introspection, on va dire, hein, elle a été extrêmement utile quand je me suis retrouvé, face à des problèmes difficiles, des problèmes où il était clair que la solution prendrait du temps. C'est des choses qui sont évidentes quand on parle de musique ou quand on parle de sport, hein. C'est évident que ça va être par la répétition, par l'effort, par l'accumulation d'erreurs qu'on va finalement parvenir à faire les choses. Et d'avoir en fait baigné là-dedans quand j'étais jeune, ça m'a donné cette puissance quand on était à l'âge adulte dans la recherche en mathématiques pour justement réappliquer les mêmes règles en fait et parvenir à passer au-delà des premières barrières en fait Donc quand vous butez sur un problème que vous n'arrivez pas à résoudre, est-ce que vous restez assis à votre bureau en attendant que la bonne idée surgisse ou est-ce que vous allez courir? Oui, alors bon, moi en plus, il faut en général que j'occupe mon esprit parce que sinon il part un peu dans toutes les directions. Donc la pratique sportive, l'action en général est quelque chose qui me permet à la fois de me canaliser et aussi peut-être de créer cette espèce d'état presque d'auto-hypnose qui fait aussi venir les idées les plus profondes en fait, parce qu'elles vont venir plus de votre inconscient presque que de votre action consciente immédiate. Donc j'aime beaucoup courir, je marche énormément pour avoir des idées et c'est sûr que je suis pas statique devant mon bureau, ça Donc marche vous pas. êtes exactement d'accord avec Nietzsche qui écrivait dans Ecce Homo: ne jamais prêter de foi aux pensées qui n'aient été composées au grand air, dans le libre mouvement du corps, à aucune idée où les muscles n'aient pas été eux aussi de la fête. Ouais, ça, je suis totalement d'accord avec lui. Alors vous avez reçu la médaille Fields et j'ai lu quelque part que normalement les lauréats sont prévenus avant la presse, il y a une sorte d'embargo, Ouais. mais que pour vous ça s'est mal passé parce que le mail qui vous avait été envoyé pour vous annoncer que vous étiez lauréat est parti dans vos spams. Oui, tout à fait. Donc ça a retardé un petit peu, la nouvelle. Je l'ai quand même appris avant la presse. D'ailleurs, ça a été quand même, je l'ai appris 6 mois avant, mais c'est Ah, 6 mois ah avant? oui, oui, j'ai quand même, ça, vous pouvez vous douter qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le président du jury a un petit peu paniqué de ne pas voir ma réponse. Donc il m'a quand même recontacté assez rapidement après, mais 1 semaine à 2 semaines après les autres. Et donc oui, c'est assez cocasse parce que ça nous ramène un peu à notre finitude. Finalement, on est tous pareils et même pour ces grandes annonces ou ces choses comme ça qui changent quand même un peu une vie, bah, finalement, on est sujet, on est tributaire de la technologie qui nous entoure, par Mais exemple. qu'est-ce que ça change dans la vie? Dans mon cas, dans mon quotidien de chercheur, pas grand-chose parce que ça n'a jamais été, je pense que vous pouvez parler à n'importe quel, mathématicien, mathématicienne ou scientifique. Les prix, d'un certain point de vue, c'est pas du tout assez puissant comme moteur pour vous faire de la recherche. Donc ça a jamais été ce qui m'a motivé. Je suis bien sûr, flatté et heureux pour ma communauté qu'il y ait eu cette récompense, mais pour moi, ça m'a pas changé grand-chose au niveau de ma pratique de toujours. Ce qui a vraiment changé, c'est l'exposition médiatique, c'est la, responsabilité qui nous incombe d'aller vers le public, d'aller vers les jeunes. Ce matin, j'étais dans un collège pour parler de mathématiques, pour parler de sciences, pour convaincre. Et ça, il faut admettre qu'aujourd'hui, dans notre société, sans la médaille Fields, on n'est pas appelé. Mmh. Donc, quand j'ai appris ça, j'ai su que cette dimension-là allait vraiment changer ma vie et parce qu'en plus on n'est pas du tout sélectionné pour nos capacités oratoires ou pour nos capacités de diffusion, scientifique. On est vraiment sélectionné exclusivement sur notre recherche, notre production scientifique. Mais ça a l'air de bien se passer quand même. C'est une grosse charge mentale en tout cas. Est-ce que tous les mathématiciens, ceux que vous connaissez en tout cas, se ressemblent? Est-ce que vous êtes capable de détecter, dans une population donnée, les personnes qui sont mathématiciennes? Est-ce qu'il y a un profil type? Ou est-ce que finalement, un mathématicien, c'est quelqu'un qui cultive, dans son propre domaine, sa singularité? Alors c'est très intéressant comme question, c'est la première fois qu'on me la pose parce que clairement les gens parviennent à repérer qui sont mathématiciens. Moi, on m'a plusieurs fois dit, «Alors vous êtes physicien ou mathématicien?» alors que j'avais encore pas dit un mot. Et c'est quelque chose qui m'étonne toujours parce que je trouve qu'il y a une diversité de profils chez les mathématiciens, mathématiciennes et scientifiques en général qui est tellement énorme
une homogénéité totale que j'arrive pas à comprendre. Il y a bien quelque chose que les gens arrivent à reconnaître, peut-être des facteurs communs qui, pour moi, La semblent si distraction, évidents que j'arrive pas à les... la distraction, le fait d'être pensif. Ouais, mais même pas. Il y a beaucoup de mathématiciens ultra efficaces, par exemple, qui sont vraiment efficaces dans tout ce qu'ils font, qui sont tout sauf distraits. Il y a des gens qui sont beaucoup plus dans la lune, effectivement. On a même, par exemple, on a une proportion de notre communauté de personnes qui ont même des syndromes Asperger, autistes, qui s'en sortent très très bien dans cette communauté. Donc on a un spectre qui va même des personnes qui va au-delà de ce que de ce que l'on pourrait voir dans d'autres domaines et dans d'autres métiers. Moi, je suis quelqu'un qui, par exemple, est, on va dire, ultra sensible dans ma pratique des mathématiques. Les émotions arrivent toujours, tout le temps. Je me fais même dépassé par mes émotions souvent quand je trouve une idée que j'ai envie de faire fonctionner ou qu'au contraire une idée s'effondre. Ça peut être des choses qui impactent énormément euh, ma vie même privée. Et à l'inverse, il y a des gens qui voient les mathématiques comme quelque chose d'extrêmement rationnel, et je comprends, et au contraire complètement dénué d'émotions, et c'est ce qu'ils aiment dedans. Donc c'est très difficile de voir un profil type. Bon, moi, je peux pas trancher la question, parce que quand je vous ai vu pour la première fois, je savais que vous étiez mathématicien. Mais en effet, je me suis dit, tiens, il a l'air d'être un mathématicien. Donc ça confirmait la connaissance préalable que j'avais de vous-même. Mais alors, si les mathématiciens ne se ressemblent pas, ça veut dire qu'il y a des types, il y a des personnalités très diverses. Est-ce que vous-même, vous avez un modèle, est-ce qu'il y a un type de mathématicien, une personnalité qui vous a inspiré et à laquelle vous aimeriez ressembler, disons? Alors, j'ai des modèles, mais c'est des gens qui, en général, sont pas forcément connus du public, qui sont plus dans l'attitude qu'ils peuvent avoir des mathématiques, enfin, qui m'intéressent et qui me fascinent dans l'attitude qu'ils ont. C'est-à-dire, en particulier, les gens qui sont dans le partage total des idées, qui, du coup, ont su influencer tout plein des domaines divers en créant en quelque sorte une ambiance, une sorte d'éthique du domaine qui fait que des jeunes se sont lancés dedans, etc. Donc par exemple, dans mon domaine, si je pense à Jean-François Le Gall, à Wendelin Werner, qui sont deux très grands probabilistes français, ce sont des gens qui ont énormément influencé ma vision des mathématiques. Donc j'ai des modèles comme ça, mais en mathématiques, et peut-être plus que dans d'autres disciplines sur ce point de vue-là, il y a une telle, comment dire, une telle flexibilité. Enfin, les mathématiciens sont souvent très intéressés par la pratique, par l'effort qui mène à la solution, plus que par la solution elle-même. C'est le cheminement qui les intéresse. Comme Et pour les alpinistes. Exactement, exactement. Et du coup, mécaniquement, on a peut-être tendance à un petit peu moins mettre en valeur les individus parce que bah, les résultats, les breakthroughs que peuvent avoir créés les gens ont moins d'importance que finalement le cheminement. Donc on est un peu moins dans la personnification que dans d'autres disciplines. Et je dois admettre que même assez loin dans mon cursus universitaire, je n'avais pas d'exemple de mathématicien ou mathématicienne, en tout cas actif, en tête. Hugo, Dominique Copin, quand est-ce que vous avez su, lors de vos études ou dans votre adolescence, je ne sais pas, que vous étiez mathématicien et en tout cas, que vous vouliez le devenir? À quoi ça se sent? Est-ce que c'est les messages des professeurs? Est-ce que c'est une sorte de voix intérieure? Alors, je pense que ça a été en deux temps. Il y a eu vraiment un moment où j'ai compris le plaisir que je prenais à faire des maths. Et ça a été bien avant qu'on me rendre compte du fait que probablement je devrais faire des maths. Donc ça, c'était en première. Je me suis planté totalement au début de ma première. J'étais en grosse difficulté dans ma classe en mathématiques. Mais en fait, ça a créé un déclic chez moi. Je me suis rendu compte que je devais travailler plus sur ce que je comprenais pas, sur mes erreurs, etc. Et en fait, je pense que je me suis mis à appliquer exactement ce que je faisais en sport,
aux Mmh. mathématiques et là, ça a marché extrêmement bien et en particulier, un des mécanismes, hein, les émotions, c'est quand même très important dans le processus d'apprentissage et donc en particulier le plaisir que j'ai pu ressentir à passer de l'état d'incompréhension à l'état de compréhension, là, j'ai commencé à le ressentir extrêmement fortement en mathématiques avec ce twist des mathématiques qui est que, quand même, quand on arrive à la compréhension en mathématiques, je veux dire, la preuve, elle est «parfaite» entre guillemets. On peut pas la remettre en cause, elle est solide, donc pour quelqu'un comme moi qui avait pas une énorme confiance en moi au niveau de mes productions intellectuelles, ça a créé vraiment un sentiment de sécurité avec ce sentiment de plaisir. Donc ça, c'était en première. Attendez, Oui. si je comprends bien ce que vous dites, le fait d'éprouver la joie de comprendre Oui. est lié à la douleur préalable de ne pas avoir compris. Bah, pour éprouver, par exemple, de la fierté, il faut la Mmh. mériter. Donc il y a ce mécanisme, Ah en oui, si fait, c'est facile, on n'est pas précédent. fier. Ouais, bah, en tout cas, dans mon cas, par exemple, et c'est très vrai aujourd'hui, je ne m'intéresse pas aux problèmes que je sais résoudre immédiatement. C'est quelque chose, en général, je préfère justement les partager avec d'autres personnes. Non pas, il n'y a pas d'idée de valeur, c'est juste que c'est des choses peut-être que j'ai été tellement entraîné dans tel ou tel domaine que pour moi, ça devient évident. Je préfère justement accompagner quelqu'un qui va parcourir ce trajet initiatique de passer de l'incompréhension à la compréhension, plutôt que de moi, résoudre cette chose juste pour dire que je l'ai résolue. Ça ne me créera aucun sentiment de fierté, aucun sentiment de plaisir, ouais. Alors ça, c'était la classe de première et ensuite? Et donc après, c'est plus tard, en fait, donc je me dirigeais plutôt vers l'enseignement. Forcément, mon père et ma mère étant, dans l'enseignement, ça forge l'esprit et c'est beaucoup plus tard en 2 année de classe préparatoire, j'ai eu un enseignant, Yves Duval, qui exprimait énormément ses émotions quand il nous parlait de mathématiques. Pas forcément les émotions positives, hein, ça peut être, de la frustration, ça peut être parfois même de la rage, et en fait, ça a répondu à quelque chose qui était pas encore totalement formalisé dans ma tête, qui était que, en fait, on peut faire des maths, et ressentir des choses, quoi. C'est 2 choses qui sont Mais vous êtes un compatibles. des rares, mathématiciens parmi ceux qu'on a reçus à ce micro, Mmh. qui associe à ce point les mathématiques, la recherche Mmh mh, mmh. et l'émotion. Bah, après, c'est là justement où je pense qu'il y a des visions différentes et des personnalités différentes qui font que, on peut ou pas avoir besoin de ressentir des émotions pour produire, Je vais vous citer de une la phrase science. d'André Weil, grand mathématicien qui était le Mmh. frère de Simone Weil, la philosophe. Ouais. Il a écrit ceci: «Tout mathématicien digne de ce nom a ressenti, même si ce n'est que quelquefois, l'état d'exaltation lucide dans lequel une pensée succède à une autre comme par miracle. Contrairement au plaisir sexuel, ce sentiment peut durer pendant plusieurs heures, voire pendant plusieurs jours.» Fin de citation. Vous êtes d'accord avec ça? Bon alors, pour ce qui est du Je- plaisir sexuel, je crois que les choses ont évolué, mais non, mais pour, être honnête, c'est vrai que ça peut arriver d'entrer dans une espèce de transe mathématique ou on va dire en tout cas intellectuelle, où, les idées en fait qui ont été préparées d'un certain point de vue pendant des mois, parfois des années. On tâtonne, on coince un peu le problème dans tous les sens, on explore différentes choses. Et en fait, là, il y a un processus de préparation assez admirable, en fait, totalement inconscient qui se fait. Et il y a un moment où le déclic se passe et de facto, dès qu'on passe de l'autre côté de la montagne, ben, il y a la descente. Et en fait, oui, il y a l'idée, le moment eureka dont Le on parle sommet. beaucoup, qui est le passage du sommet, mais derrière, en fait, là, on se met finalement à courir, courir, à être presque pris dans son élan et à avoir les idées qui suivent, qui suivent, qui suivent. Et ce moment-là, c'est un moment qui est exaltant et je pense que c'est le moment pour lequel les scientifiques vivent. Et c'est en ça que je parle aussi ouvertement et aussi facilement des émotions dans le monde de la recherche, parce que il me semble que c'est à peu près, en fait, ça pour peu, c'est à peu près universel, c'est universel chez tout le monde, c'est cette volonté d'arriver dans ce moment-là. Et pourtant, on associe souvent les sciences à l'expression d'une objectivité pour laquelle le corps est un obstacle. Il devrait y avoir une espèce de neutralité du corps pour que la vérité puisse le traverser sans une manifestation particulière d'émotion, justement. Mais là, je vais peut-être rebondir sur quelque chose, que j'ai entendu de vous, qui est que,
il y a une différence entre la science et la recherche. Et que là, en fait, on parle finalement du processus qui mène à. C'est vrai que par contre, je n'ai vraiment aucune difficulté à dire que la preuve finale, le processus, le produit final, lui, doit être, d'un certain point de vue, désincarné. Euh, oui, je trouve que c'est intéressant de lui associer, c'est ce que j'essaye de faire dans mes articles et beaucoup de mathématiciens essayent de faire ça, essayer peut-être d'y associer une lecture personnelle, mais elle doit être, je trouve que c'est intéressant qu'elle soit à côté, qu'elle ne remplace pas la preuve elle-même qui, elle, est, euh, est vraiment Alors, on va prendre un exemple, Hugo Démile objective. Copain. Pendant votre thèse de doctorat, je crois que c'était Oui. en 2008, Mhm. avec votre directeur de thèse, ou peut-être sans lui, je ne sais pas, il s'appelle Stanislas Smirnov, Tout à fait. vous avez démontré que la constante de connectivité du réseau hexagonal vaut racine carrée de 2 plus racine de 2, qui est égal par ailleurs à 2 cosinus de pi sur 8. J'ai lu la démonstration parce qu'elle a été publiée évidemment. J'ai eu le plus grand mal. Il faut entrer dans un autre monde. C'est vraiment la lecture, c'est un travail qui peut prendre des dizaines d'heures Ah, si on veut tout comprendre. bon. Et il y a tout un langage implicite. Enfin, il y a toute une technicité mathématique qui est quand même très très délicate. Mais est-ce que ça a été un eureka ou est-ce que c'est au contraire un processus continu qui converge vers le résultat? Et dans ce cas, quelle a été, dans l'un ou l'autre cas, justement, l'émotion que vous avez ressentie? Mais alors, c'est un très bon exemple, effectivement. Peut-être déjà une micro-parenthèse sur cette drôle de phrase pour dire qu'en fait, cette constante de connectivité qui vaut racine de 2 plus racine de 2, juste pour décrire, j'ai envie juste pendant 2 minutes de Ah, vous vous avez parler dit d'une. racine de 2 plus racine de 2. Quand on Oui, entend ça, on se dit c'est 2 racines de 2. oui, En fait, non, mais dans le cas présent, c'est la racine carrée de 2 plus racine de oui, 2 racine ensemble. carrée de 2 plus racine de 2, exactement. Euh, Juste, je me permets, je fais une petite parenthèse pour dire exactement ce que c'est. Euh, le réseau hexagonal, si vous voulez, c'est le nid d'abeilles. C'est ce qu'on voit quand on regarde une ruche. Et on peut se poser une question quand on regarde une ruche, c'est si j'essaye de dessiner des chemins qui suivent les arêtes des bords des hexagones, et si j'ai le droit de faire 10 pas sans repasser par le même point, euh, combien de possibilités j'ai. Et si j'essaie de faire 100 pas, si j'essaie de faire 1000 pas, etc., etc. Et on peut se demander combien il y a de possibilités. Et en fait, ce nombre de possibilités, il va croître très très vite, exponentiellement. On a beaucoup parlé de l'exponentiel pendant le Covid. Et le rythme de l'exponentiel, en fait, c'est ce fameux racine de 2 plus racine de 2. Donc c'est ce que vous appelez des chemins auto-évitants Voilà, qui ne ce sont passent des pas, chemins auto-évitants parce que ce sont des chemins qui ne sur ce repassent pas par le même réseau qui point. n'ont pas le droit de repasser par le même point. Et en Hmm. fait, on peut imaginer assez facilement à quoi ça peut servir. En fait, ces chemins auto-évitants, ils modélisent des polymères, c'est-à-dire des longues chaînes de monomères, de molécules en général. Et donc, ça permet d'essayer de comprendre des choses en physique. En fait, la personne qui a introduit ces chemins auto-évitants, c'était un physicien, Paul Flory, qui a eu le prix Nobel un chimiste, excusez-moi, qui a eu le prix Nobel de chimie. Et donc, nous, on a repris cette question mathématique et on étudie cette chose-là. Alors, pour en revenir au processus, parce qu'il est assez intéressant, déjà, la première chose sur ce processus, donc j'arrive en thèse en 2008 à Genève avec mon directeur de thèse, et mon directeur de thèse qui venait de faire une très grande découverte pour laquelle il a eu d'ailleurs la médaille Fields en 2010, me dit ne travaille surtout pas sur ce problème. Alors je ne sais pas si c'était un coup de génie absolu de sa part ou si il y avait quelque chose de sincère, mais ça a eu bien entendu l'effet totalement inverse chez moi de créer de la curiosité, première émotion. Et donc du coup je me suis mis à travailler quasiment que sur ça. Et pendant 2 ans, j'ai rien fait. J'y arrivais pas. Effectivement, c'était probablement un bon conseil de ne pas travailler sur ce problème. Donc, je me suis mis à travailler sur plein d'autres choses en parallèle, et en particulier un problème pour lequel j'avais trouvé une idée que je trouvais très bonne, mais que j'arrivais pas à faire fonctionner. Pendant des mois, j'ai essayé de faire fonctionner cette idée pour cet autre problème. Et un jour, je suis en train de nager dans la mer à Fréjus, et d'un coup, je me rends compte que l'idée que je la torturais essentiellement, cette pauvre Ah. idée. Depuis des mois, j'essayais de la tourner dans tous les sens en me disant, je sentais bien qu'il y avait quelque chose, mais il y avait un truc qui clochait. Bah, en fait, ce qui clochait, c'est que c'était pas le bon problème.
J'appliquais pas l'idée au bon problème parce que Vous avez fait d'un un coup, je me court-circuit. suis dit, mais pour les marches auto-évitantes, ça me donne immédiatement le résultat. Et en fait, le temps de revenir, bon, je nage lentement, mais le temps de revenir jusqu'à la plage, j'avais une preuve complète dans ma tête du Mais problème. ça ressemble à Poincaré avec son histoire d'omnibus. Tout Enfin, à oui, fait. qui monte sur le marchepied, il se pose la question des fonctions dites fuchsiennes. On va pas rentrer dans les détails. Il marne là-dessus depuis des mois. Et puis il met le pied sur le marchepied. Et tout d'un coup, il a la solution. Il Exactement. discute avec un collègue sans interrompre sa conversation. Et c'est le soir qu'il peut faire la démonstration à tête reposée. Mais il est sûr de lui. Mais je pense que, d'ailleurs, ce qui n'est peut-être pas dit ce qui met pas en valeur, il met plein de choses très bien en valeur dans cette anecdote, Poincaré, mais euh, c'est vraiment, en fait, finalement, il y a un tel processus de préparation Hmm. que ces idées deviennent en fait part de votre inconscient et c'est juste que c'est pas Mais il toujours. emploie le mot inconscient d'ailleurs dans Hein. sa Ah conférence. oui, 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 tout à Mais fait. est-ce que, quand vous étiez en train de nager à Fréjus, là, est-ce Ouais. que vous réfléchissez à ce problème ou Pas c'est du tout, venu comme pas du ça, tout. ça Et vous a ça, c'est un traversé? autre point. C'est presque aujourd'hui, on dirait que Poincaré a un syndrome de, un TDAH, parce que souvent les idées, en fait, elles arrivent comme ça. C'est presque des idées parasites en quelque sorte. Moi, Hmm. j'étais pas du tout en train de penser à ce problème. J'étais en train de nager dans la mer, et d'un coup, comme ça. Ça m'est venu, paf, mais c'est pas possible. En fait, ça fait 6 mois que, pourtant, je connais les deux problèmes par cœur et que j'essaye d'ouvrir la porte numéro 2 au lieu d'ouvrir la porte numéro 1. Ben, Andrew Wiles, qui a démontré le terme de format, raconte la Mmh. même chose. Il y avait deux feuilles de papier qui parlaient de choses complètement différentes. Hein, c'est en les rapprochant qu'il a vu que ça parlait. Exactement, voilà, pour corriger son erreur, ouais, tout à fait, Mais ouais. ça, c'était au bout de 2 ans de thèse. Et Voilà, c'est ça. imaginez que cette découverte que vous avez faite, vous l'ayez faite simplement, non pas au bout de 2 ans, mais au bout de 3 ans. Votre thèse était fichue, non? Bon, alors, moi, j'ai toujours eu, une volonté de travailler sur plein de choses en même temps pour pouvoir essayer de varier aussi c'est en fonction de votre humeur, en fonction de votre niveau de fatigue, vous n'avez pas l'énergie pour les mêmes choses et ça, c'est quelque chose qui est d'ailleurs également clair quand on fait du sport et du coup, j'ai toujours tenté dans mon activité de chercheur, hein, d'avoir, je tentais d'essayer d'avoir différents problèmes, de difficultés différentes, et cetera, pour toujours avoir quelque chose qui me plairait à l'instant T. Et du coup, en faisant ça, bah, il se trouve que, en fait, à ce moment-là, j'avais déjà une quinzaine de papiers, écrits sur Ah oui, d'autres problèmes. donc ça Donc en va. fait, non, non, j'avais pas trop de problèmes pour ma thèse, et en fait, au final, ce résultat n'a pas impacté tant que ça ma carrière. C'est-à-dire que c'était pas un problème qui a C'était un bonus. c'était un bonus, exactement. C'est Mm. c'est une très belle façon de le dire d'ailleurs. Je réutiliserai parce que, par exemple, c'est pas quelque chose c'était pas un nœud un goulot d'étranglement pour, mes perspectives à long terme en termes de recherche. J'ai des problèmes que j'ai résolus qui, pour moi, s'ils n'avaient pas été résolus, clairement, il y aurait des pans entiers de ma recherche qui n'auraient jamais vu le jour. C'est pas le Mm. cas dans ce cas de ce problème. C'est juste ce problème, les gens le connaissent parce qu'il est, en tout cas dans le monde mathématique, assez simple à décrire, hein. C'était une jolie conjecture un peu mystérieuse. Moi j'en avais entendu parler en fait dans mon cours de master. C'est-à-dire que Wendelin Werner, quand j'avais suivi son cours de master, hein, il commençait par cette conjecture et ça semblait totalement, il n'y avait pas de piste, c'était très étonnant. C'était une conjecture d'un physicien qui s'appelle Nienhaus. Et donc, il proposait ce racine de 2 plus racine de 2, qui est quand même un nombre assez simple. D'ailleurs, petite anecdote, Stanislas Smirnov reçoit la médaille Fields du coup 1 an après. Et c'est mentionné en particulier dans la médaille Fields. Et donc, un grand mathématicien vient lui demander, mais du coup, racine de 2 plus racine de 2, ça vaut quoi? Et enfin, je veux dire, c'est marrant que ce soit 2 cos de pi sur 8. Et puis, Stas Smirnov répond, non, non, c'est pas 2 cos de sin de pi, c'est pas 2 cos de pi sur 8, je crois que c'est 2 sin de pi sur 8. Il Et confond les en fait, sinus et les cosinus. bah, juste, en fait, ça n'avait aucune importance pour lui. Et en fait, pour moi non plus, c'est vrai que je vois pas mais c'est vrai, c'est-à-dire que ça nous a pas servi que ça vaille 2 cos de pi sur 8. Vous dites C'est- cos parce que c'est
C'est abrégé. Oui, Pour cosinus. l'éditeur, on va dire cosinus. Cosinus, désolé. Ah, voilà. Là, ça y est. C'est peut-être pour ça que les gens savent que je suis mathématicien. D'accord. Non, mais quand on vous écoute, on voit bien enfin, on entend bien que vous êtes mathématicien. Alors, je voudrais vous faire réagir, Hugo Duminil-Copin, à deux phrases qu'on trouve dans le livre de Grothendieck qui s'appelle Mhm. Récolte et semailles, Oui. que j'imagine que vous avez lu, puisqu'il raconte lui aussi sa façon d'avancer, de faire des découvertes, d'inventer des concepts. Il y a deux phrases dans ce livre pour lesquelles j'aimerais avoir votre réaction. À un moment, il dit: mon propos n'est pas de démontrer, mais de découvrir. Mhm. Est-ce que pour vous, c'est deux choses différentes, démontrer et découvrir en mathématicien? Est-ce qu'il s'agit d'établir des démonstrations? Est-ce qu'il s'agit d'inventer des concepts, d'inventer des nouveaux chemins de pensée? C'est quoi? Oui, alors d'ailleurs là, c'est découvrir, je pense effectivement exactement comme vous l'avez dit, c'est-à-dire l'invention des concepts. Je pense pas que ce soit relié à est-ce que on invente ou on découvre les mathématiques. Mais effectivement, vous avez raison. Euh, je pense que je suis entièrement en ligne avec lui là-dessus. La démonstration, finalement, c'est plus l'outil de transmission de l'idée, c'est-à-dire je vais, à travers telle démonstration, à travers tel théorème, je vais vous transmettre cette idée. Donc l'idée Mais transcende la démonstration. pour moi, c'est assez clair. Ouais. Ok. Et c'est aussi pour ça que je trouve que, justement, la question de l'existence en soi ou non des mathématiques n'est pas si importante que ça parce On que y reviendra ces, quand même. d'accord. Parce que si, enfin, je veux dire, elle est importante, mais elle est pas, elle ne Allez. change pas forcément la vision qu'on peut avoir des mathématiques, dans le sens que c'est ces idées, ces perspectives presque, j'aimerais dire, sur différents problèmes de mathématiques qui sont les plus importantes. Et c'est un des génies. Je pense que là, Grothendieck est totalement imbattable sur ce sujet. Il a su justement changer totalement la perspective que pouvaient avoir les gens sur certains domaines des mathématiques. Et l'autre phase sur laquelle je voulais votre réaction, c'est quand il écrit: bannir le rêve, c'est bannir la source. Alors ça, je pense que la rêverie, c'est l'endroit, c'est le foyer dans lequel la créativité naît. Et en fait, justement, le fait qu'elle apparaisse dans des moments totalement presque inopportuns, en tout cas imprévisibles, c'est exactement parce que ce travail de l'inconscient, ce travail de longue haleine, ce travail de reformulation, hein. Les rêves, c'est aussi une façon de revoir, de revivre son quotidien. En fait, c'est le cerveau, à ce moment-là, je pense, crée exactement ce qui va être, ce que nous, français, qu'est-ce que je raconte, humains, appelons la créativité. Je pense qu'en fait, c'est toute cette partie qu'on n'arrive pas à prédire, qu'on n'arrive même pas à expliquer quand on repense à comment est venue l'idée. Et c'est cette partie que l'inconscient a fait travailler. Et d'ailleurs, pour l'intelligence artificielle, j'imagine qu'il y aura un vrai enjeu d'arriver à reproduire ce genre de choses. Et si je vous comprends bien, ça veut dire qu'on peut faire des mathématiques sans être concentré. Ah bah oui, mais moi, ça m'arrive tout le temps. Et Donc vous en faites tout le temps, en fait, bah, même quand vous n'êtes pas concentré. oui, dans mon cas, j'en fais même. C'est parfois même difficile de chasser cette partie de mon esprit, parce qu'il y a les moments où c'est fait de façon totalement inconsciente et où là, je pense qu'on ne se rend pas compte, mais il y a aussi des moments où c'est à l'arrière de notre esprit, et on sait quand même qu'on en fait un petit peu dans la tête, et ça, ces moments-là, ça peut être parasite aussi. Venons-en, si vous voulez bien, aux raisons pour lesquelles vous avez eu la médaille Fields, parce que vous êtes un chercheur fondamental, hein, vous faites des sciences fondamentales qui n'ont pas le souci d'application, mais quand vous parlez de vos sujets de recherche, c'est des notions de physique qui apparaissent. Vous avez parlé tout à l'heure des ruches d'abeilles. Votre grand sujet, c'est ce qu'on appelle la percolation, Oui. qui est un phénomène physique. Et donc on pourrait se dire que vos recherches ont des applications en physique, en tout cas pour la compréhension de phénomènes physiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer, même si c'est une notion assez commune finalement, même si vos articles sont très compliqués, ce qu'est la percolation, ce qu'est la porosité, qui sont vos grands thèmes de recherche? Ouais, alors je peux peut-être commencer par ça, et comme ça après on pourra peut-être discuter exactement de la place des applications dans mon travail et dans on va dire dans mes motivations. Donc la percolation, effectivement, c'est une façon d'essayer de modéliser des matériaux poreux.
On l'appelle percolation en particulier à cause du café, hein, où là on fait Oui. passer de l'eau à travers les grains de café. Et Pas à enfin travers, entre les ouais. grains de café, oui, exactement, à travers un système fait de grains de café. Et donc en fait l'idée c'est que comme beaucoup de, hein, on parle beaucoup de la physique quantique, on parle beaucoup de, donc c'est l'infiniment petit, on parle beaucoup de la physique de l'infiniment grand, mais quand on parle de la physique statistique, qui est la physique de nos échelles, il y a un point, un dénominateur commun à quasiment tous les systèmes, c'est qu'ils sont très complexes. Il y a énormément de molécules, énormément de grains de café, on va dire énormément de, etc. Et donc, du coup, on utilise l'aléatoire pour essayer de comprendre le comportement typique au lieu de demander le comportement particulier, hein. Si je me demande à un auditeur de réfléchir à ce qu'il a fait lundi, je ne sais pas, 14 mars, je ne sais pas si c'était un lundi, mais probablement il ne saura pas me dire exactement ce qu'il a fait. Par contre, si je demande qu'est-ce que vous faites un lundi typique, là, il y aura pas de souci de savoir qu'on va au travail, ou on fait ceci, ça. Bah, c'est la même chose pour le scientifique. Il essaye de comprendre le comportement typique au lieu d'essayer d'avoir le comportement particulier. Donc, ce qu'on va faire là, tout simplement, c'est qu'on va imaginer notre système comme un labyrinthe aléatoire, en quelque sorte. Le labyrinthe, l'eau pourra aller entre les murs, mais ne pourra pas les traverser. Et donc, il y a un modèle en mathématiques, il y a un objet en mathématiques qui se prête bien à l'idée de regarder les connectivités et les labyrinthes aléatoires. Ça s'appelle la théorie des graphes. Et donc, la percolation, c'est une étude des propriétés des graphes aléatoires. Voilà. Euh, donc effectivement, il y a une motivation réelle qui est comprendre la porosité en général. C'est peut être la porosité d'un système de café, ça peut être la fonte des glaces. Il y a des phénomènes de porosité dans la fonte des glaces. Ça peut être des liens beaucoup plus étonnants, comme en fait on peut comprendre, il y a des phénomènes de, en tout cas au sens mathématique, des phénomènes de porosité quand on parle d'aimant, par exemple. Donc, il y a une motivation comme ça, mais si vous voulez, comme toujours, on est plein de gens en sciences qui regardons le même objet, mais avec des perspectives différentes. Et il se trouve que la théorie de la percolation, c'est quelque chose qui est très étudié en physique. Et les physiciens, en fait, sont beaucoup plus proches de l'application déjà. Donc, ils ont déjà, dans leur façon d'étudier la percolation, ils sont déjà allés tellement loin qu'ils ont déjà eu beaucoup d'applications de cette théorie. Moi, j'arrive avec une motivation un tout petit peu différente. Ma motivation, c'est d'essayer de prouver les choses, c'est d'essayer de comprendre comment, à l'aide du savoir humain, on démontre sans aucun doute possible que le comportement doit être celui-là au lieu d'être un autre. Donc mécaniquement, on est un petit peu en retard. On peut dire moins de choses, c'est Mais clair ce et qui vous net. intéresse, Hugo Dominique Copin, c'est la vérité plus que l'efficacité. C'est la vérité. Et puis du coup, à travers ça, en fait, c'est cette idée que euh, si vous voulez démontrer quelque chose, il va falloir forcément aller plus en profondeur dans le problème. Et en particulier, souvent prendre un peu de hauteur, c'est-à-dire hein, on rend les choses un peu plus formelles parfois, on dit, ou un Mmh. peu plus abstraites. Euh, Abstrait, on a tendance souvent à voir ça comme quelque chose d'un peu péjoratif. Ah, c'est trop abstrait ce que tu me racontes. Mais en fait, l'abstraction, elle a cet avantage d'être unificatrice. Et c'est ça que nous, on recherche en tant que mathématiciens et mathématiciennes, c'est on étudie ces problèmes de porosité, par exemple, mais avec cette vision unificatrice, cette tentation d'aller vers l'abstrait pour essayer d'avoir une explication plus unifiée. Et l'avantage, c'est que du coup, en prenant de la hauteur, on peut se rendre compte de liens entre différents, par exemple, phénomènes physiques, alors que l'expérimentateur ou le physicien en général aura peut-être des difficultés à voir qu'il y a un lien entre le magnétisme et la porosité, par exemple. Mais vous voyez, ça reste quand même des choses qui, du coup, vont être essentiellement utiles de nouveau peut-être au physicien ou à la physicienne qui va se dire ah, maintenant qu'il y a un lien, j'aimerais comprendre jusqu'où il va, j'aimerais comprendre quelle est sa forme, etc., etc., que de parler d'applications technologiques ou de choses comme ça. Donc Non, je mais c'est suis ce quand même point de plus loin de vue ça. qu'on pourrait qualifier de surplombant, Mhm, qui mhm. permet de relier des phénomènes qui, en apparence, sont très différents. Exactement. Les mathématiques, c'est l'art de faire des liens. Et en fait, à tous les niveaux, c'est-à-dire que moi, je fais des mathématiques qui sont quand même assez proches, du coup, ça a été souligné de la physique ou de la chimie. Mmh. Il y a des mathématiques plus abstraites encore. Et de nouveau,
l'enjeu à chaque fois, c'est de trouver des règles unificatrices, c'est de trouver des points communs, donc c'est vraiment l'art de faire des liens. Et est-ce que, pour reprendre la question que je posais dans l'introduction de cette émission, il y a des moments où vous êtes perdu, c'est-à-dire vous voyez pas trop ce qu'il y a derrière les concepts, vous n'arrivez pas à trouver une assise qui vous permette d'avancer. Est-ce que ça arrive ou est-ce que c'est, quand ça arrive, les prémices d'une révélation? Alors, C'est la sorte de maturation qui est nécessaire pour que l'idée finisse par germer. tout à fait. Alors, en fait, c'est mon état de standard, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que l'immense majorité du temps, je suis dans l'incompréhension. Et ça, je pense, je suis pas un cas isolé. C'est le cas du chercheur ou de la chercheuse en général. Cet état, il est important parce que c'est dans cet état qu'on va poser des questions, qu'on va tester, qu'on va remettre en question. Et c'est ces choses-là qui mènent à la découverte. Et de façon générale, d'ailleurs, je pense, j'en discutais encore avec un collègue très proche la dernière fois, euh, je suis quelqu'un qui est une très faible capacité de compréhension. Par exemple, on parlait de la lecture. Je lis très mal des mathématiques. C'est quelque chose de très difficile pour moi. Mais vraiment, ça me prend un temps infini. J'ai du mal à rester concentré Vous voulez suffisamment dire de longtemps. lire des articles de Des mathématiques? articles de mathématiques. Je suis quelqu'un de catastrophique pour ça. Mais en fait, ça a cet effet qui est que il faut trouver des stratégies de contournement, entre guillemets, hein. Et en particulier, une stratégie que j'ai trouvée qui est toute simple, c'est que c'est pas un état qui me dérange, l'incompréhension. C'est pas du tout un état qui me frustre, c'est pas un état qui me rend malheureux. C'est au contraire un état que j'aime plutôt. C'est-à-dire, je suis dans la compréhension, ça veut dire, comme vous l'avez dit, qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va avoir lieu. Il va y avoir, forcément, et je sens qu'il y a un moment où je vais comprendre et je vais pouvoir justement avoir ce plaisir de la compréhension. Donc, c'est un état que je cultive, au contraire. Aller vers les choses qu'on ne comprend pas, c'est aller plus loin. C'est marrant parce que ce que vous dites là, Hugo Dumy-Coppin, ça fait écho à ce qu'écrivait ou pensait, je ne sais pas, Bertrand Russell. Mhm. Russell était mathématicien, logicien, il a aussi le prix Nobel de littérature, c'est peut-être ce qui vous attend d'ailleurs. Ouais, alors là, il y a Et encore de la marge. il écrit, quand il a écrit, en mathématiques, on ne sait jamais très bien de quoi l'on parle, ni si ce qu'on dit est vrai. Mais en fait, Est-ce que c'est vrai? mais voilà, parce que là, c'est-à-dire, si quelqu'un vous dit ça, peut-être que de l'extérieur, on peut se dire, mais c'est impossible. Je veux dire, en C'est la mathématiques, vérité. par définition, C'est une fois qu'on a intelligible. démontré la chose, on a la preuve, on sait parfaitement de quoi on parle. Mais en fait, ce que décrit Russell, là, c'est toute la phase d'avant, c'est-à-dire qui est la norme. Et donc, on est dans l'incompréhension, on n'est pas sûr d'où on va, on n'est pas sûr de si on va dans la bonne direction. Et en fait, le moment où on démontre, le moment où on a compris et qu'on démontre, en fait, on vient juste d'ouvrir une nouvelle porte. Et maintenant, on est déjà Dans une dans la nouvelle salle. perspective d'une nouvelle salle avec de nouvelles incompréhensions. Donc, on n'a même pas ce moment de ça y est, c'est bon, je comprends. Oui, il y a un instant, mais c'est un instant qui passe, qui passe en quelques secondes parce qu'en fait, on est tout de suite dans la compréhension de la chose d'après. Alors, il y a deux questions que je ne peux pas m'empêcher de poser. Il y en a une qui a trait au rapport entre les mathématiques et les femmes, les jeunes femmes. Il y a un film actuellement à l'affiche d'Anna Novion qui s'intitule Le théorème de Marguerite. J'imagine que vous l'avez vu. Oui, tout à Et fait. quand j'ai regardé la liste de vos étudiants, ceux que vous avez suivis ou que vous êtes en train de suivre, il y a une très très grande majorité d'hommes. N'en parlez pas. Oui, Voilà. effectivement, oui, il y a... Bon, on est un peu obligé d'en parler parce Ouais, que c'est quand même un tout à sujet fait. de préoccupation. Tout à fait. Beaucoup de femmes mathématiciennes dans le passé, je pense à Sophie Germain, Mhm. au 19e siècle, ont dû se faire passer pour des hommes afin de pouvoir publier leurs articles. Amy Noether, pareil, pendant quelques années, elle a fait croire qu'elle enseignait sous le nom de Hilbert, David Hilbert. Bon, heureusement, ça a changé, mais quand même, il y a ce problème qui vient que les jeunes filles, même si elles ont le même niveau en mathématiques à l'école, au lycée, que les garçons, pensent qu'elles sont plus mauvaises que les garçons. Ouais, Comment est-ce qu'on peut enrayer cette tendance? alors, je pense que c'est comme on dit dans les pays anglo-saxons, c'est vraiment le tube percé, hein, dans le sens qu'il y a malheureusement la proportion diminue avec le temps de façon assez régulière, hein, au fur et à mesure du cursus. Donc il y a plein d'explications différentes, je pense. Je pense qu'il y a une explication culturelle d'abord.
C'est vrai qu'on projette énormément sur notre jeunesse. Je m'inclus pas dedans, mais, mais la société projette énormément une dichotomie totale entre les esprits littéraires et sensibles et les esprits rationnels et Oui, scientifiques. c'est une invention. Ce qui est une invention totale et ce qui ne correspond pas à la réalité de notre quotidien, en tout cas en tant que scientifique. Et énormément de scientifiques ont un esprit très sensible, ont un esprit littéraire aussi d'ailleurs, c'est pas du Mm. tout une dichotomie. Et on fait Donc, même croire que si on est littéraire et qu'on fréquente les sciences, on risque d'abîmer sa sensibilité. oui, exactement. Exactement. Donc ça, je pense que là, déjà, on a perdu quand on projette ça, parce que ben, les jeunes filles, à la première difficulté en mathématiques, et tout le monde a des difficultés en mathématiques. Je parlais de la mienne que j'ai eue quand j'étais jeune. J'étais un très bon élève en maths. Je me suis quand même à un moment retrouvé en difficulté. C'est normal parce que le processus de compréhension en mathématiques, c'est des choses qui sont tellement profondes qu'on ne les apprend que à travers l'erreur, la répétition, etc. C'est comme apprendre à marcher, apprendre la représentation dans l'espace, c'est quelque chose de non trivial. Apprendre les formes, je vais prendre un exemple d'un livre que je recommande à tout le monde qui s'appelle Mathematica de David Bessis. Et il prend cet exemple excellent de ce jeu des formes chez les enfants. Vous savez, c'est ces petites boîtes avec un triangle, un carré, un disque, et puis il faut mettre une boule, un cube dedans. Et on voit nos enfants, je pense que tous les parents ont été dans cette situation, de voir leur enfant galérer à essayer de mettre la boule dans le carré, et la seule solution qu'ils ont, c'est de taper pour essayer de voir si ça rentre. En fait, qu'est-ce que les enfants sont en train de faire là? Ils sont en train d'apprendre la notion de forme. C'est ce que dit David Bessis, et il a entièrement raison. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit là, de facto, que là, c'est une notion mathématique que tous nos enfants sont en train d'assimiler, et c'est une notion qui va prendre du temps, ils vont pas y arriver, et c'est comme ça pour toutes les notions mathématiques. Donc du coup, puisqu'on doit passer par l'erreur, il faut être extrêmement attentif à ne pas la stigmatiser et à ne pas offrir de solutions toutes faites moi, j'étais de toute façon pas mathématique, j'étais pas scientifique, donc ça m'étonne pas ma fille que tu ne le sois pas non plus. Ce qui est Donc, quelque chose qu'on entend souvent. l'erreur, c'est la condition de C'est l'apprentissage. la condition de l'apprentissage. J'ai entendu un homme politique il n'y a pas très longtemps dire je suis nul en maths, c'est mon côté féminin. Bon, bah là, j'avoue qu'on peut. C'est au moins deux choses totalement, je pense, horribles à dire dans la même phrase. Mais d'être là, il y a une certaine forme de fierté d'être nul en maths, qui est déjà une chose que je trouve catastrophique. Et en plus, derrière, une stigmatisation. Oui, c'est bien dommage. Donc, ça, c'est au plus jeune âge. Après, il y a un phénomène. Donc, pour expliquer un deuxième. Quand on rentre plus dans vraiment les gens qui vont faire des maths dans leur métier. Pas forcément mathématiciens, il y a plein de métiers qui couvrent, qui ont besoin de mathématiques. Ce qui va se passer, c'est que dans les filières scientifiques, on va se retrouver aussi avec de nouveau, donc une majorité d'hommes, de garçons. Et ça va créer quelque chose chez les jeunes filles, parce que tout simplement, quand on fait un apprentissage, si je vais faire du foot, si je vais faire, je veux dire, je vais aussi dans une communauté de gens, et je vais mécaniquement m'identifier aussi aux gens qui sont autour de moi. Je discutais avec une grande informaticienne qui a eu le prix Turing il y a quelques années, et qui expliquait que sa fille était excellente en mathématiques, et à 12 ans, elle a voulu faire partie d'un camp de mathématiques. Et donc, elle se fait déposer au bus le vendredi, et elle entre dans le bus, et c'était la seule fille. Donc une trentaine de garçons et elle. Ben, ça n'a pas manqué. Au retour du bus, elle a dit « je déteste les mathématiques ». Elle n'a pas dit « j'ai détesté le week-end ». C'est qu'elle a identifié du coup le fait d'être performant en mathématiques au fait d'être un garçon. Donc absence d'identification pour peu, incapacité à se projeter dans une discipline où les gens ne lui ressemblent pas. Et ça, c'est quelque chose, on parle beaucoup des modèles, l'importance des modèles féminins en sciences. Et on m'a beaucoup posé la question quand j'étais un petit peu peut-être plus naïf. On me demandait est-ce que vous avez des modèles en maths? Et c'est vrai que j'avais cette tendance à dire ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, que j'ai jamais eu de modèle et que je comprenais pas l'intérêt d'avoir des modèles. Mais c'est parce que moi, je suis blanc, à lunettes, cheveux frisés, et que en fait, je ressemble à tous les mathématiciens et tous les jeunes étudiants en mathématiques. En tout cas, c'est quasiment
Alors, la majorité des gens me ressembleront, donc j'ai pas besoin de ce processus d'identification. Tandis qu'au contraire, pour les jeunes filles, là, il y a un besoin d'identification et je pense que les modèles sont importants. J'ai une autre question à vous poser sur l'enseignement des maths. Oui. Mais avant, je voudrais qu'on fasse une petite pause. Ouais. Vous savez que dans cette émission, on aime bien les anagrammes. Donc vous êtes d'accord que 12 plus 1, ça fait 11 plus 2. Oui. Si je le dis en anglais, ça fait 12 plus 1 égale 11 plus 2. Et c'est les mêmes lettres. Donc c'est l'anagramme. Maintenant, vous êtes d'accord pour dire que 101 moins 60 plus 15, ça fait 56. Ouais. Vous êtes d'accord que 51 plus 11 moins 6, ça fait 56. Et en fait, si vous écrivez ces deux lignes de calcul avec des lettres, en tenant compte des plus et des moins, on les écrit pas par des symboles, mais par des lettres, c'est l'anagramme. Donc 101 moins 60 plus 15 est égal, lettre par lettre, et c'est aussi vrai pour les chiffres, à 51 plus 11 moins 6. Ça a été trouvé par Jacques Perissalkov, à qui, indirectement, je rends ici hommage. Maintenant, mon autre question, c'est sur l'enseignement. La France s'effondre, on peut le dire, dans tous les classements internationaux, pour ce qui est du niveau des lycéens, des collégiens, même d'une certaine façon du grand public. La pente existe depuis pas mal d'années, et on réagit assez peu. Ça commence à changer, mais est-ce que vous, en tant que professionnel des mathématiques, comme chercheur, vous avez des leçons à proposer ou des recommandations qui viennent à la fois de votre façon d'avoir reçu les mathématiques et puis de votre pratique de chercheur? Vous disiez tout à l'heure qu'un de vos professeurs en classe préparatoire était un être qui montrait ses émotions en même temps qu'il présentait les mathématiques. Est-ce que c'est pas ça la solution? Bah, en tout cas, moi, donc je suis pas enseignant et je suis pas pédagogue. Et c'est vrai que c'est des choses qu'il faut toujours faire attention. Je ne serais pas totalement apte à donner des conseils à ce niveau-là. Mais par contre, une chose dont je peux parler, c'est de ma pratique des mathématiques et en particulier de ma pratique auprès de mon groupe de recherche, qui sont un peu mes élèves, entre guillemets. Et ce que je peux voir, c'est que les émotions, comme vous avez dit, le travail d'équipe, le soutien, je dirais plutôt, entre les différentes personnes. Je veux dire, moi, je peux essayer d'expliquer 10 fois à certains de mes élèves une notion, ce sera toujours moins efficace que si le deuxième élève explique au premier. C'est quelque chose qui est presque vexant d'un certain point de vue parce qu'on se dit mais pas possible, c'est comme ça que je l'explique depuis tout à l'heure et là maintenant vous parlez et en 2 secondes vous comprenez. Mais en fait c'est normal parce que la personne qui vient de comprendre est la plus à même à expliquer. Peut-être pas de la façon la plus synthétique possible, etc., mais d'une façon qui va parler aux gens autour. Donc le travail d'équipe, les émotions, l'importance de l'erreur, ces 3 choses qui sont extrêmement, complètement fondamentales. Et je pense qu'effectivement, le système scolaire dans son ensemble, c'est pas les enseignants, parce que je pense que les enseignants ont vraiment conscience de ça. Mais la réalité du terrain, c'est que pour pouvoir implémenter ce genre de choses, et l'acceptation de la différence de vitesse entre les gens, en mathématiques plus que dans toute autre discipline, c'est pas la vitesse qui compte. Moi, je suis pas quelqu'un de très rapide. J'ai des tonnes de collègues, donc je peux dire sans aucun souci, qui sont beaucoup plus rapides que moi, beaucoup plus intelligents. S'il y avait un test de QI, il y aurait aucune question. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de comprendre in fine. Or, nos élèves, eh ben voilà, il y en a qui sont plus lents que d'autres. Il faut accompagner à différentes vitesses les différents élèves. Et donc, du coup, ce genre de choses-là, ces 4 choses-là, bah, à implémenter à grande échelle, c'est difficile, je l'entends. Mais je pense que voilà, nos enseignants ont conscience de ça. Mais il faut que le système maintenant les aide en leur donnant plus de moyens, en leur donnant peut-être moins de choses à apprendre aux élèves. Est-ce que il y a plein de choses qui franchement ne me semblent pas si fondamentales que ça. Il faudrait mieux qu'ils apprennent à apprendre parce que ils se permettront comme ça, quand ils seront adultes, de réapprendre rapidement. Hugo, 2000 copains, je dois vous interrompre, on va écouter ensemble les chroniques d'Alexandra Delbo qui s'intitule Avec Science.